Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne ce soir pour un nouveau Guntubers en direct. Je reçois Bertrand Saint-Germain, docteur en droit, universitaire. Il a écrit ce livre, Prendre les armes. C'est peut-être un des livres de ma collection qui est le plus corné, tant il est complet, il est carré. Je vous le recommande chaudement. Et ce soir, j'accueille donc son auteur avec grand plaisir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir à tous, merci de m'accueillir. Mais merci d'avoir accepté mon invitation. Donc, vous avez écrit un ouvrage qui immédiatement une référence, puisque c'est quasiment le seul en France à aborder directement le sujet de l'autodéfense et des armes. Parce que bien sûr, il y avait d'autres ouvrages, dont notamment celui de Pierre Lemieux, mais qu'on ne trouve quasiment plus. Il y a Éric Werner, un Suisse, Légitimité de l'autodéfense, quand peut-on prendre les armes. Paul Licurgue, Aux armes citoyens, plaidoyer pour l'autodéfense. Et vous voyez, ils sont plus petits, plus compacts, ils parlent des grands principes. Alors vous, par contre, il y a quoi, 200 et quelques pages. C'est très complet, ça fait le tour de la question. Bien sûr, aucun ouvrage est vraiment exhaustif, mais en tout cas, pour un militant ou une personne qui s'intéresse à la question des armes et du port d'armes, notamment si vous êtes à l'ARPAC, c'est un must. Alors, déjà, qui êtes-vous? On va commencer par là. Qui est Bertrand Saint-Germain? Je commence à être un vieux monsieur, j'ai 54 ans. Je suis d'une génération qui a été forcée d'apprendre à manier les armes. Service militaire, réserve ensuite, donc une famille militaire quand même. Donc déjà une familiarité avec ce monde, ces outils. Et puis les études, du droit, un doctorat, pas mal d'enseignements, de recherche à l'université, à côté. Et puis j'ai continué ensuite dans le conseil. Je suis aujourd'hui juriste d'entreprise. Voilà sur le cursus avec une appétence, un intérêt pour tout ce qui a trait au service armé, à la citoyenneté, la garde nationale, le lien finalement nation armée. Voilà, et c'est comme ça que petit à petit j'ai dérivé pour tomber dans l'enfer des pro-armes ou plutôt pour la liberté d'accès aux armes. Voilà, et voilà comment je suis avec vous ce soir. Très bien, vous êtes du bon côté de la force. Alors pourquoi cet ouvrage? Parce que bien sûr, c'est jamais anodin en France, dans ce contexte aujourd'hui particulier en plus, sortir un ouvrage qui parle de prendre les armes. D'ailleurs, quelle différence faites-vous avec les ouvrages sur l'autodéfense? Il y a certainement une nuance que vous voulez apporter à ce sujet, vous en parlez un petit peu. Et à quelles difficultés éventuelles vous vous êtes confronté? Alors, premier point, la différence avec l'autodéfense. Posséder une arme, ce n'est absolument pas de l'autodéfense. Cela peut permettre l'autodéfense, mais la problématique ou l'enjeu de l'accès des citoyens aux armes se révèle beaucoup plus large. L'autodéfense, finalement, n'est qu'une partie de l'enjeu de l'accès des citoyens aux armes. Voilà. Mais la question de l'accès aux armes révèle des temps forts, parle du citoyen, parle du pacte social, parle de la société qu'on construit, de la confiance réciproque entre l'État et le citoyen. Donc, c'est quelque chose de beaucoup plus large. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, comment est-ce que j'en suis arrivé à travailler là-dessus? Eh bien, il y a une dizaine d'années, un de mes étudiants à l'époque, dans le cadre d'un travail de recherche, veut parler de la liberté d'accès aux armes. Bon, je dis, bon, pourquoi pas. Je connaissais le deuxième amendement, évidemment. Enfin, je connaissais son existence, plus exactement. Et je lui dis, écoutez, allez-y. On était dans un exercice où, là, c'était les figures libres. Il voulait faire un exposé, le présenter. Allons-y. J'ai lu son travail, et puis c'était pas mal, c'était intéressant. Et puis, quelque chose m'a surpris, c'est que la bibliographie était quand même assez faible. Et alors qu'il évoquait des choses intéressantes, alors j'ai eu la curiosité de chercher.
Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que côté recherche française, on était mauvais. Voilà. Il y a à ce jour, en tout et pour tout, 3 articles dans toute l'université française qui évoquent la liberté d'accès aux armes. Du côté de l'histoire, il me semble. Oui, donc 2 ont une dimension historique. Il y a une thèse également qui a été soutenue, mais uniquement l'an dernier, et qui porte sur des éléments très historiques, de la Grèce jusqu'au monde romain. Et donc, il n'y avait rien. Et j'ai creusé, j'ai trouvé beaucoup de choses. Et je me suis vraiment étonné de ce que personne, rigoureusement personne en France, n'ait travaillé sur ces questions. Parce que même si on n'est pas d'accord avec les doctrines de l'accès aux armes, ou plus spécifiquement sur les modalités de la légitime défense aux États-Unis, on y viendra peut-être, je pense à la doctrine du château, même si on n'est pas d'accord avec ça, il me semble quand même important de savoir sur quoi ça repose, comment c'est construit, quels en sont les contours. Eh bien, aujourd'hui, un étudiant en France qui veut travailler sur cette question n'avait accès à aucune donnée dans aucun ouvrage de droit. Et voilà comment j'ai été amené à développer ça. J'ai intervenu à des colloques sur cette question. Et puis, j'ai réussi à trouver un peu de temps, un éditeur qui a cru aussi dans le projet, et vous avez entre les mains le résultat de cet effort. L'idée était d'être, non pas exhaustif, on ne l'est jamais, mais d'envisager quand même l'essentiel des points, des questions soulevées par l'accès aux armes. Voilà comment je me retrouve avec vous ce soir. Et donc, vous commencez par les penseurs et les philosophes, et on se rend compte que depuis toujours, finalement, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui des pro-armes, mais on parle bien sûr comme vous le disiez, de citoyenneté, depuis toujours, donc d'accès aux armes. On fait des nuances et des différences entre les contribuables et les citoyens et ce genre de choses. Alors, il y a en fait, j'ai l'impression de Cicéron à Locke, etc., toujours eu finalement une pensée pro-armes, entre guillemets, parmi les grands penseurs, parmi la philosophie, parmi les gens qui s'intéressent aux questions de société, même civilisationnelles. Et vous notez d'ailleurs, vous relevez, parmi ces grands penseurs, finalement, qu'il y a toujours 3 grandes justifications à la détention et à l'accès aux armes. Moi, j'aimerais que vous nous fassiez un petit peu ce panorama déjà des penseurs et puis en fait de ces 3 grandes raisons qui justifient cet accès. Finalement, l'accès aux armes apparaît absolument nécessaire, et encore plus que nécessaire. Il est naturel. La personne doit pouvoir accéder aux armes. Et finalement, cela est naturel, et cela se justifie pour 3 raisons. La première, c'est que finalement, l'homme n'est pas seul, il vit en société. Si on prend la Grèce antique, la liberté individuelle vient de l'appartenance à une cité. On est libre parce qu'on est un citoyen libre d'une cité libre. Or, dans ce monde antique, la disparition de la cité, c'est au mieux la réduction en esclavage et plus probablement la mort pour les hommes. Et ainsi, dès lors que je bénéficie de cette liberté dans la cité, il est absolument normal, naturel, que je puisse posséder des armes pour m'en saisir et défendre la cité. Il y a une dimension de liberté collective. Voilà. Posséder des armes librement, c'est la possibilité de s'en saisir pour la défense de tous. Évidemment, la défense de tous, c'est aussi la défense de soi-même. Et ça, ce serait le deuxième point, c'est la légitime défense individuelle dont on parlait tout à l'heure. Cicéron rappellera que c'est un principe inné de droit naturel, ce n'est pas quelque chose que nous apprenons, dit Cicéron, immédiatement, dès lors qu'on est attaqué, on se défend. Voilà. Et à partir du moment où la possibilité du mal existe, chacun est fondé à pouvoir se défendre. On a les 2 points, la légitime défense collective, protéger la patrie, la cité, et la légitime défense individuelle, l'autodéfense face à l'agression. Et puis, la 3e raison est collective, elle est attachée, là encore, comme la première, à la cité. Il s'agit d'éviter la tyrannie du pouvoir. Mon
Montesquieu écrira au XVIIIe siècle, dans l'esprit des lois, c'est une vérité éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Il va jusqu'à ce qu'il rencontre des limites. Ce que dit Montesquieu, finalement, c'est enfoncer une porte ouverte. On le fait tous, on le sait tous. En voiture, lorsqu'on a un radar automatique indiqué, on fait attention à aller jusqu'à 51, 52, 53, et on ne dépassera pas cette vitesse parce qu'on sait qu'au-delà, la sanction va être immédiate. Donc, on essaye d'aller plus loin jusqu'à ce qu'on rencontre cette limite. C'est vrai aujourd'hui. Montesquieu énonce cette réalité. C'était vrai dans les cités grecques. Et justement, la meilleure limite que peuvent rencontrer les tyrans, c'est d'avoir des citoyens armés, c'est-à-dire des citoyens qui ne s'en laissent pas compter. Voilà, et ça, c'est un point clé qu'on a tendance à oublier au profit de l'autodéfense, parce que dans la société qui est la nôtre aujourd'hui, avec une violence jamais connue, en France en tout cas en métropole, puisque dans d'autres régions de France, il y a beaucoup plus de violence, eh bien, on a tendance donc à oublier cette dimension, mais c'est une dimension fondamentale qui a nourri l'histoire britannique, l'histoire américaine, c'est la résistance à la tyrannie. Avec cette idée que le citoyen armé sera en mesure de contrer la tyrannie du pouvoir. C'est clair chez Aristote, chez Platon. On retrouve ça à l'époque moderne avec Locke, Hobbes, surtout Locke, et l'époque contemporaine. Voilà. C'est donc ces trois raisons. Légitime défense collective, légitime défense individuelle et souci d'éviter la tyrannie. Voilà ces trois raisons. Alors, trois raisons qui, bien entendu, sont traduites différemment par les lois et les gouvernements. Et donc, nous avons connu, nous, en France, une évolution assez certaine, si je puis dire. J'étais intéressé, enfin, je l'avais déjà vu, justement, sous l'Ancien Régime, hein, notamment ce droit de porter les armes sur les chemins. Et je vais... voilà, je vous cite en effet, dès lors que, malgré l'interdiction du souverain, une personne est trouvée avec des armes sur elle, elle porte atteinte au droit du roi législateur, ce qui justifie la compétence des juges royaux sur l'affaire. Finalement, ça n'a pas beaucoup changé, j'ai l'impression. Alors, oui, avec plusieurs réserves tout de même. C'est que si on parle d'administration sous l'Ancien Régime, on est quand même très loin de l'état administratif qui est le nôtre aujourd'hui. Voilà. Ouais. Donc, il y avait des moyens d'action, mais il est certain qu'il y avait quand même beaucoup moins de pouvoir de l'État aujourd'hui, à l'époque qu'aujourd'hui. Si l'on prend un simple exemple, le duel est interdit pour la première fois à l'époque de Saint-Louis, et on retrouve trace de l'interdiction du duel dans pratiquement une centaine de textes royaux jusqu'à Louis XV. Lorsque vous avez besoin d'interdire une centaine de fois quelque chose, c'est bien que la première a été insuffisante. Si on regarde à l'époque contemporaine le Mali, ou la Mauritanie, pardon, où l'esclavage a été interdit 3 fois depuis 1960. Bon. Sans qu'on atteigne un plein succès à chaque fois. Alors, mais se défendre avec des armes, n'est-ce pas simplement, fondamentalement, vu par le pouvoir, comme remettre en cause l'autorité, son autorité? Alors, c'est ce à quoi on arrive aujourd'hui, mais l'idée du monopole de la contrainte physique que réclame l'État s'inscrit dans ce mouvement. Oui, spécialement aujourd'hui, l'État voit dans la possession d'armes la possibilité que l'on s'oppose finalement. Et loin de moi le fait de vouloir dire que nous vivons en tyrannie, mais il est certain que le tyran n'aime pas qu'on lui résiste, et le tyran cherche à tout faire pour éviter que les gens soient en mesure de contrer sa tyrannie. Alors, sans dire que nous vivons en tyrannie, il est certain que l'État, les services administratifs, les services du ministère de l'Intérieur particulièrement, font tout
pour encadrer, limiter l'accès aux armes. Voilà, c'est jusqu'à faire oublier que même en France, il y avait tout de même une grande liberté d'accès aux armes jusqu'à 1939. Et en l'espace de 80 ans, il n'y a plus aujourd'hui, quasiment plus aujourd'hui, de culture de l'accès aux armes en France. Avec cette idée que dès qu'on parle d'accès aux armes, c'est l'Amérique. Mais il y a une vraie tradition française également en la matière. Et pourtant, on entend souvent que la France est relativement libérale sur la question des armes. Souvent, moi, j'entends même des tireurs et des détenteurs lors de discussions qui me disent qu'on devrait presque se réjouir, je dirais, de l'aumône qu'on nous fait. Mais vous dites donc le contraire, en fait, dans votre ouvrage. Nous ne sommes absolument pas dans une libéralisation de l'accès aux armes. Oui. Donc, en comparaison, quelles sont les réglementations à travers le monde? Alors, d'abord, effectivement, il faut sans doute bien mieux être tireur sportif ou chasseur en France qu'en Grande-Bretagne, ou au Royaume-Uni, ou en Allemagne. Mais ceci étant dit, il faut quand même voir le cœur de la réglementation. Le cœur de la réglementation dit bien que la possession d'une arme est interdite. Point. Le principe d'interdiction, oui. Interdit sauf si, plutôt que autorisé sauf si. Alors évidemment, on pourrait dire que je fais de l'argutie juridique, je fais du mal aux mouches, mais entre une interdiction assortie de dérogation, ce qui est le cas de la France, ou une autorisation sous condition, ce qui pourrait être plus le cas de la République tchèque, on pourrait dire qu'il y a finalement assez peu de différence dès lors que les conditions de la dérogation pourraient être relativement proches des conditions de l'autorisation, d'un point de vue pratique. La différence, elle est d'abord pratiquement philosophique. Est-ce qu'on part d'une interdiction que l'État, dans sa bienveillance, assortie de dérogation? Donc finalement, le citoyen est un être irresponsable et dangereux, il n'a pas le droit d'avoir des armes. Bien, parfois, survivance du monde rural, du monde d'avant, des gens tirent, pourquoi pas, on peut leur laisser des armes pour la chasse. Bon. Et puis, une approche que l'on trouve en Suisse, en République tchèque, le citoyen a le droit d'avoir des armes. Et il n'a pas à en justifier. Il n'a pas à expliquer pourquoi. Il souhaite avoir une arme, il a une arme. On va mettre des conditions pour éviter de tomber dans un n'importe quoi possible, ce qui n'empêchera jamais les criminels, eux, de récupérer des armes, puisque le principe du criminel, c'est de ne pas respecter les lois de toute façon. Les débats qu'on a aujourd'hui, ils ont déjà été tenus il y a 250 ans, avant la Révolution par Beccaria, et lors des débats parlementaires autour de 1880 en France, tous les arguments contemporains ont été développés. Donc, oui. Moi, je me souviens même de prêtres sous l'Ancien Régime qui avançaient absolument les mêmes arguments contre et pour. C'est extraordinaire de retrouver finalement, j'ai presque l'impression de me retrouver sur Twitter, avec le voisin fou, etc. C'était incroyable. Et oui, donc, mais le voisin fou, au sens du citoyen, je dirais plutôt malveillant, celui qui veut faire le mal, pourra recourir à des armes. Je ne pense pas que les complices de Mohamed Amra, qui ont organisé son évasion la semaine dernière, aient eu une autorisation de détention en bonne et due forme. Voilà. Et donc, comment peut-on définir les réglementations à travers le monde? Grosso modo, qu'on ait une idée, parce qu'on a parlé un petit peu de la République tchèque et de la Suisse, mais aussi Israël, les États-Unis. Quel panorama vous pouvez nous faire? Je pense aussi à l'Amérique du Sud. Moi, j'étais un petit peu étonné par votre analyse sur l'Amérique du Sud, qui finalement est un peu plus libérale que ce que je pensais. Oui. Alors, on peut diviser, grosso modo. Alors, il y a un État qui se différencie au monde, évidemment, ce sont les États-Unis. On y viendra peut-être, avec une grande liberté dans l'accès aux armes.
j'ajouterais pour ma part peut-être une trop grande liberté, mais qui résulte beaucoup aussi de l'organisation fédérale du système américain. Voilà, avec des difficultés propres au système américain qu'on ne rencontrerait pas dans d'autres États. Une fois qu'on a mis à part les États-Unis, les deux grands modèles, finalement, c'est l'interdiction assortie de dérogation ou l'autorisation sous condition. Voilà. Avec un modèle quand même plus largement répandu qui est celui de l'interdiction assortie de dérogation. Alors, dérogation accordée plus ou moins strictement, mais ce serait le modèle dominant. Et ensuite, un certain nombre d'États minoritaires aujourd'hui qui font, au contraire, le choix d'une liberté reconnue à leurs citoyens, qui assortissent cette liberté du respect d'un certain nombre de conditions, conditions physiques, conditions médicales, parfois conditions psychologiques. Je serais beaucoup plus réservé sur les conditions psychologiques, qui peuvent facilement dériver vers des conditions idéologiques, et des conditions de maîtrise technique de l'outil, de répétition du tir, etc., etc. Voilà, c'est les deux grands modèles. Mais il y a quand même un modèle dominant qui est celui d'une interdiction d'accès aux armes assortie de dérogation. Avec, là encore, toujours les mêmes arguments pour justifier l'interdiction. Voilà, ce serait dangereux, il y aurait des tueries. Voilà, on pourra y revenir certainement, je pense, ce soir. Et donc ces dérogations, on en connaît trois grandes, hein, je dirais. Ce n'est pas que réservé à la France. Ce sont le tir, la chasse et la collection, pardon. Voilà, c'est ça. Mais n'est-ce pas là donc les trois grandes raisons qui justifient au final de désarmer les citoyens? Parce que moi j'ai fait une vidéo dessus, c'est-à-dire que j'ai dit que le tir sportif c'est ce qui allait tuer la détention d'armes, parce qu'on n'a pas besoin d'armes aptes à la défense pour faire du tir sportif. On peut faire ça avec de l'air comprimé, du laser, etc. La chasse avec du piégeage, la collection, les armes n'ont pas besoin d'être en état de tir. Donc on peut grignoter comme ça petit à petit, et c'est ce qui se passe en France, nos droits. On peut aller plus loin. Finalement, pour assurer la sécurité de la détention des armes, il est sans doute beaucoup plus raisonnable de laisser ces armes au stand de tir, où elles pourront bénéficier d'une véritable surveillance, etc., etc. On connaît ce type d'argument. Et donc, aujourd'hui, à propos d'arguments, vous parlez aussi des opposants à la détention d'armes par les citoyens. Et moi, je note que vous avez trouvé une certaine coordination, hein, si je puis dire, c'est-à-dire un mouvement structuré, vous dites, hein, pour le désarmement des citoyens. Mais alors, sous quelle forme et comment agit-il ce mouvement structuré? Pouvez-vous d'ailleurs nous parler de cette nouvelle manière de faire, c'est-à-dire ça rappellera beaucoup de choses aux détenteurs français, c'est-à-dire le désarmement administratif plutôt que législatif, c'est-à-dire passer par l'administration, hein, ça date déjà oui, en guerre. Ça, c'est un point clé que l'on rencontre dans beaucoup de domaines aujourd'hui, au-delà du seul accès aux armes, c'est le choix de la voie administrative, réglementaire, plutôt que la loi. Parce qu'une loi, figurez-vous, c'est quand même gênant. On en parle un peu. Il y a le Parlement, il peut y avoir la télé, il peut y avoir tel ou tel député. On ne peut pas faire ça discrètement. Pas totalement. Alors que, ma foi, un règlement, ça se fait sur un coin de bureau au ministère. Et une fois que le règlement est pris, il s'applique. Évidemment, les citoyens pourront faire des recours, mais ce sera difficile, ce sera long. C'est compliqué, la justice. C'est déjà compliqué quand on est juriste. Pour le citoyen ordinaire, ça l'est encore plus. Et donc, c'est d'ailleurs ce qui s'est passé sur la législation d'accès aux armes. La loi de fin 1885 qui libéralise l'accès aux armes en France, j'ai un gros doute, 85 ou 86 85. Oui, voilà. La loi Farcy, oui. C'est ça, oui. Eh bien, la loi est adoptée en 1885 et dès 1901-1902,
on a les premières récriminations du ministère de l'Intérieur qui trouve que quand même, ça ne va pas, qu'il faudrait encadrer cela un peu plus, qu'il faudrait peut-être disposer des listes de possesseurs d'armes, etc., etc. On a vu comment Et ça on finit a, en Allemagne nazie, c'était intéressant ça. oui, c'est tristement grinçant. Et on va avoir, après la Première Guerre mondiale, il y a une douzaine de projets et de propositions de loi. Alors, projet émanant directement de l'administration et du gouvernement, propositions soutenues par le gouvernement, qui visent toutes, finalement, à limiter la loi de 1885 et à encadrer l'accès aux armes. Simplement, sous la Troisième République, ça se révélait difficile parce que le Parlement était tout de même puissant. Trop peut-être, mais c'est une autre question. Mais dans le cas qui nous rassemble, qui nous intéresse, cette puissance du Parlement, eh bien, forçait le gouvernement à reculer. Et aucune de cette dizaine de tentatives intervenues entre 1919 et 1939, ou même une douzaine de tentatives, ne parviendra à limiter l'accès aux armes. C'est uniquement à la veille de la guerre qu'on va adopter ce qu'on appelle un décret-loi. Alors, un décret-loi, qu'est-ce que c'est? C'est un décret, traduction, un texte du gouvernement, loi, qui rentre dans le domaine de la loi. C'est-à-dire que, dans la perspective de la guerre, le Parlement avait autorisé, par exception, le gouvernement à prendre des mesures qui, normalement, auraient dû être le fait du Parlement. Voilà. C'est exceptionnel, c'est pour une certaine durée. Eh bien, le gouvernement va immédiatement se saisir de la question. C'est l'un des premiers décrets-lois de Daladier, qui ne porte pas sur l'économie de guerre, qui ne porte pas sur la manière dont il faut augmenter le nombre d'avions, etc., mais qui limite, interdit la possession d'armes. Et on a une sorte d'effet de cliquet, on ne reviendra jamais en arrière, jusqu'à présent. Jusqu'à présent, on a de l'espoir. J'essaie d'être optimiste. Et oui. Et donc, d'un point de vue international, vous avez remarqué donc cette coordination des anti-armes. Est-ce que vous pouvez nous évoquer un petit peu ce que vous avez trouvé de ce côté? Au niveau des institutions internationales, vous voulez dire? Oui. Eh bien, il y a effectivement tout un mouvement qui s'auto-alimente des opposants à l'accès aux armes. Voilà, c'est de manière générale, c'est ce que l'on retrouve où finalement les institutions internationales vont œuvrer au nom de la lutte contre la criminalité, au nom de la lutte pour contre le surarmement, finalement, en prenant tout un tas de mesures qui auront toutes pour effet de limiter l'accès aux armes. Alors, et comme vous dites, c'est vrai qu'ils s'auto-alimentent beaucoup. J'ai remarqué aussi. On a généralement beaucoup de mal à savoir d'où viennent leurs études, leurs sources, etc. Mais ils sont très très sûrs d'eux, en tout cas. Oui, lorsqu'il y a eu les premiers grands textes internationaux sur la question, tous les experts qui ont été contactés, consultés par l'ONU, eh bien, étaient des organisations contre l'accès aux armes. Voilà. Et puis, il y a une manière de présenter les choses. Par exemple, on va vous expliquer qu'aux États-Unis, on a 40 000 morts par an dues aux armes. C'est en oubliant que les trois quarts de ce chiffre correspondent à des suicides. C'est sans doute malheureux, mais ça n'a rien à voir avec une violence armée. Et donc ici, on a tout un lobbying qui met en avant un chiffre important, même si les États-Unis ne sont pas le pays au monde où il y a le plus de suicides en pourcentage. Et c'est vrai que ce chiffre, vu l'ampleur de la population, surprend, choque. Et donc, et juste après, on rappelle qu'il y a une liberté d'accès aux armes. Par exemple, lorsque l'on parle des morts par balle, dans les rapports, je pense notamment à Amnesty International, dont l'une des branches est en pointe contre le libre accès aux armes. Dans un rapport de 30 pages, vous allez trouver 60 mentions des États-Unis. Très bien. Et une mention de l'Amérique du Sud.
alors que l'Amérique du Sud est la région du monde où il y a le plus de morts par arme à feu. On en parle encore récemment pour le Mexique, mais ça ne fait pas la une de la presse. L'Amérique du Sud n'est pas intéressante. Alors, voilà. Comment résister donc à cette, selon vous, à cette volonté de désarmement? Alors, très souvent, moi, j'ai des militants qui me parlent de faire inscrire ce droit aux armes dans la Constitution. Mais j'ai des juristes, de vos collègues, qui me disent tous que c'est une très mauvaise idée, puisque la façon dont est constitué donc le Conseil constitutionnel, en fait, ça se retournerait de facto contre nous. Et voilà, donc vous évoquez vous aussi le manque d'une culture sociale concernant la détention d'armes. Donc, quelles sont, vos pistes que vous pouvez donner aux militants et aux personnes attachées à cette liberté? Alors, pour moi, l'idée de l'inscription dans la Constitution ou dans la loi me paraît relativement secondaire. C'est un débat technique dont l'intérêt n'est pas grand. Parler d'inscription dans la Constitution, ça fait penser à chacun aux États-Unis. Nous ne sommes pas les États-Unis. Et nous avions, de 1885 à 1939, un régime très proche de celui des États-Unis qui trouvait sa source dans la loi. Voilà. Donc, là-dessus, c'est pas l'élément le plus fondamental. Visons au plus simple. Dans la Constitution, on pourrait d'ores et déjà trouver, si on le voulait, de quoi justifier l'accès aux armes. Voilà, c'est au titre de la protection des libertés individuelles, du droit naturel. Lorsqu'on évoque les droits naturels, liberté, sûreté, propriété, résistance à l'oppression. C'est l'article 4 de la DDHC. Oui, j'ai un doute. Rien qu'à partir de ça, avec la résistance à l'oppression et la propriété et la sûreté, il y a de quoi justifier la liberté d'accès aux armes. Oui, parce qu'un droit sans les moyens de l'appliquer, exactement. C'est encore un droit. Voilà. Donc j'aimerais conclure mes questions. Alors je vous invite dans le public, si vous avez des questions à poser à Bertrand Saint-Germain, c'est le moment. Toutes les questions que vous voulez, sur les questions de droit ou philosophiques, bien évidemment. Pas des questions comme peut-être vous avez l'habitude sur la chaîne, sur tel modèle d'arme ou autre. Et en tout cas, j'aimerais conclure mon interview. C'est sur ce que vous appelez le point clé de la question. Alors, je vais vous citer dans votre livre. Je rappelle, on voit bien prendre les armes, le polémarque. Voilà. Je vous cite. Une vraie différence entre les pays étudiés réside dans le point de savoir si la législation reconnaît ou pas la légitimité de la demande d'un particulier d'accéder aux armes pour assurer lui-même sa défense, tout spécialement à son domicile. Il s'agit sans doute là du point clé de la réflexion et des enjeux sur l'accès des particuliers aux armes. Pouvez-vous nous expliquer ce point clé et pourquoi il est? Je vous demanderai votre mot de la fin. Bien. La chose paraît assez simple, c'est que au-delà de tous les éléments philosophiques, c'est est-ce que oui ou non, on me reconnaît la possibilité de me défendre? Alors, évidemment, il n'y a pas que les armes pour se défendre, celles-ci ont pourtant un effet dissuasif certain. Et si une personne estime qu'à son domicile, chez elle, eh bien, elle a besoin de posséder une arme, eh bien, ce n'est pas à l'État de chercher à savoir pourquoi. Si une personne est assez majeure pour avoir le droit de vote, pour décider qui sont les gouvernants, elle est également assez mature pour diriger sa vie, et cela inclut le fait de posséder une arme, si on le souhaite. Parce que si demain, cette liberté est reconnue, il y aura beaucoup de gens qui n'utiliseront pas d'armes, qui n'en auront pas, parce qu'ils n'en auront pas envie,
parce qu'ils n'en auront pas le besoin, mais qu'au moins ceux qui le veulent puissent le faire. On sait d'ores et déjà que dans un certain nombre de régions de France, la nuit, notamment, voire le jour aussi, on est seul. Dans un département comme la Meuse, je prends la Meuse à dessein, le 55, si vous le regardez sur la carte, c'est un département qui est extrêmement allongé du nord au sud. La nuit, dans les zones rurales, il y a 3 patrouilles de gendarmerie sur le département. C'est-à-dire que lorsque vous appelez le central gendarmerie, selon l'endroit où se trouve la patrouille, eh bien, il y en a pour 5 minutes jusqu'à 1h, 1h10 pour que la personne arrive, que la patrouille arrive. Et pendant 1h10, vous êtes seul, confronté à des prédateurs. Alors, on peut parfois se cacher, mais pas toujours. D'autant qu'il ne faut pas oublier cet élément important, au-delà de l'accès aux armes, mais du combat pour la vie, de la guerre, du conflit, c'est que entre l'attaquant et le défenseur, c'est presque toujours l'attaquant qui gagne, parce que l'attaquant sait où il va attaquer, quand il va attaquer et comment il va attaquer. Et il bénéficie de la surprise. Alors, entre un prédateur armé qui sait ce qu'il veut et une cible qui ne s'y attend pas, eh bien, mon Dieu, je préfère être interrogé par un juge pour avoir fait un mauvais usage de mes armes que de devoir regarder du haut du ciel la marche blanche en mon honneur. Voilà. Bien, je vous remercie beaucoup. Alors, il y a des questions dans le chat, je vais vous les poser. J'en profite pour rappeler que votre livre s'appelle Prendre les armes. Je vous, hop, voilà, le polémarque. Je vous le recommande chaudement. Il fait le tour de la question, il parle des philosophes, des penseurs, des législations à travers le monde et à travers le temps. Il aborde aussi, on l'a pas fait ce soir, mais la question des fusillades aujourd'hui, qui est généralement voilà, un des grands thèmes des anti-armes. Peut-être qu'on en parlera via les questions. Et donc, je commence avec la première question de Brian. Les associations de protection, je la raffiche, des tireurs sont-elles, selon vous, suffisamment capées, compétentes pour les défendre? Alors, si vous êtes capé, compétent, que vous voulez les rejoindre, n'hésitez pas. Je pense que les associations de protection de tireurs, globalement, ont une approche qui est sectorielle, visant techniquement à défendre les intérêts des tireurs. Les plus importantes d'entre elles disposent des compétences, c'est évident, mais par leur objet même, je dirais, elles sont en quelque sorte auto-limitées. Voilà, la raison d'être d'une association de protection des tireurs, c'est de protéger l'organisation des clubs de tir, les droits des tireurs. Ce n'est pas structurellement de militer pour la liberté d'accès aux armes. Voilà. Il y a l'ARPAC, mais c'est vrai que nous n'avons pas une branche, enfin l'ARPAC n'est pas une branche, disons, de juristes. C'est avant tout du militantisme déjà. On commence par la base parce que si on n'a pas une large base, il est difficile d'avoir les compétences qui viennent avec. Deuxième question de Brian, comment justifiez-vous le peu de lobbying d'armement qui pousse au port d'armes citoyen? Alors, Brian, je dois avouer que je ne me suis pas réellement posé la question, mais je pense que la réponse apparaît immédiate. Qui achète des armes? Les États ou les particuliers? Je pense que dès lors que vous trouvez la réponse à cette question, je pense que ça explique en bonne partie le souhait du lobby de l'armement, mais qui correspond aussi à plein d'entreprises, de ne pas avancer sur un terrain où elle aurait plus de coûts à prendre que de gains à espérer. Mais c'est une des raisons mécaniques aussi qui malheureusement voilà, nous bloque. Nous avons un poids, je dirais, qui est de facto limité puisqu'on n'a pas le droit d'accès, donc du coup. Question de Géo. Avez-vous rencontré des difficultés avant, pendant ou après la publication du livre?
Alors, des difficultés, pas vraiment. Il y a d'abord, évidemment, on vous prend de haut, comment, les armes, cow-boy, on n'est pas aux États-Unis, enfin, ce genre de délire. Après, quand on arrive à expliquer un petit peu, là, c'est un silence gêné. Zut, il dit pas que des bêtises. Zut, il a de bons arguments. Puis dans ces cas-là, bah, le mieux, c'est de ne pas en parler. J'ai hélas une audience qui est relativement confidentielle. J'ai eu l'occasion de faire un direct sur Sud Radio. Un grand merci à André Berkoff pour son invitation. Et André Berkoff invite beaucoup de gens avec des profils très différents. C'est bien. On peut rendre hommage à Sud Radio qui nous a invités aussi, enfin, je oui. ne dois plus dire nous parce que je n'y suis plus, enfin je la représente plus, mais qui a invité l'ARPAC. Voilà, avec Mitch. Mais ensuite, j'ai eu un entretien aussi sur TV Liberté. Je mettrai les liens en description. Voilà, plusieurs séances sur Radio Courtoisie et Toxin. Mais il est vrai que on m'a pas demandé de venir signer cet ouvrage à la FNAC. De même, côté universitaire, non, pas vraiment d'intérêt pour solliciter des conférences. Alors, je donne des conférences ici ou là. D'ailleurs, si l'un d'entre vous a la possibilité, l'envie d'organiser des conférences, je me déplace. Je ne prends pas de ticket d'entrée. Je demande juste à ne pas perdre d'argent sur le déplacement, hein, excusez-moi. Mais ce sera bien volontiers que je viendrai discuter avec vous. Mais effectivement, c'est la publicité. Et pour ça, bah, c'est le bouche à oreille. Grand merci à Yann de m'inviter ce soir. Grand merci à vous qui prenez le temps de m'écouter ce soir. Mais on est plus dans le silence. On étouffe par le silence et on n'en parle pas. Voilà, c'est surtout ça. Alors, en aparté, moi d'ailleurs, j'ai remarqué qu'il y a eu un grand changement du point de vue médiatique. Il y a eu un avant et un après 2017. Alors pourquoi, je ne sais pas, mais je crois que ça correspond un petit peu aussi à une certaine élection présidentielle. Et autant nous étions très invités, enfin je pense à l'ARPAC avant 2017, et ensuite, tout d'un coup, il y a eu un grand silence, c'était très étonnant, parce qu'on avait toujours des journalistes qui venaient nous contacter, et ça a été ensuite le silence radio pendant très longtemps, et c'était difficile à rattraper. Enfin voilà, pour la petite aparté. Ça doit être ça. Pareil. Question de Strike, comment inverser la tendance et obtenir plus de droits sur les armes et moins de restrictions? Alors vous parliez de cliquer, j'imagine que ce n'est pas facile, que c'est un travail de longue haleine. Alors, bon, je dirais la première chose, j'ai envie de dire, c'est de lire mon livre, de le faire lire et de l'offrir et de l'acheter. Si cet ouvrage était vendu à 1 million d'exemplaires, outre le fait que je serais un peu plus riche, ça démontrerait merci, mais ça démontrerait une prise de conscience, une réflexion, on en parlerait, il y aurait débat, ce débat serait nourri, il y en aurait d'autres que moi qui publieraient. Voilà, non, il faut en parler. Pour ça, il faut connaître le sujet, il faut le faire connaître à temps et à contre-temps, avec finalement cette idée que relevait Yann tout à l'heure, c'est que limiter l'accès aux armes aux chasseurs et aux tireurs sportifs, bah non. Je dirais, moi, je suis chasseur, croyant mais pas pratiquant. Hein. Voilà, je trouve ça très bien, mais j'arrive pas à prendre le temps pour y aller. Du tir sportif, je trouve ça très bien. Il m'arrive de tirer, invité par des amis, mais je n'arrive pas à être passionné. En revanche, posséder une arme, je sais l'utiliser, bah oui, ça me semble naturel. Voilà. Et pourquoi réduire à la pratique de la collection ou du tir? Donc non, je crois qu'il faut en parler. Et le jour où il y aura beaucoup plus de monde au fait de ces questions, le jour où chacun d'entre vous pourra bénéficier de plus de publicité, de plus d'aura, pour en parler à ses députés. Regardez, pendant la dernière présidentielle, personne n'a parlé du port d'armes citoyen. J'ai un chapitre sur l'état des positions en France des défenseurs de l'accès aux armes. C'est quand même Waterloo mort de plaine. Hein. Oui, et puis celui qui s'en est approché le plus, c'était Éric Zemmour,
Et encore, il ne parle pas de liberté d'accès aux armes. Il parlait du droit pénal, de la protection de celui qui aurait utilisé les armes pour se défendre. Pardon. Extrémité, mais même on lui a reproché immédiatement, ce qui était extraordinaire. Ah oui, oui. Moi, je me souviens de cette phrase hallucinante d'Emmanuel Macron qui était « Je suis contre la légitime défense ». Comment peut être contre une défense qui est légitime? Alors, il y a ses conseillers en communication qui ont dit qu'il s'est mal exprimé, etc., mais pas du tout, parce qu'il l'avait dit aussi lors de l'ouragan Irma qui a dévasté Saint-Martin, l'île de Saint-Martin, où il y avait des gangs qui pillaient, et il avait aussi dit « Je vous demande de ne pas vous défendre ». C'est complètement fou. Enfin bref. Vous avez remarqué quand même qu'en Nouvelle-Calédonie, ce réflexe naturel est quand même assez vite réapparu chez les gens. Oui, la nécessité. Hein? La nécessité, donc, ne devrait-on pas revoir la loi sur la légitime défense, puisqu'elle est liée aux armes? Alors, on pense bien sûr au 122.5, 122.6, etc. du Code pénal. Je rappelle qu'il faut qu'elle soit immédiate, qu'elle soit nécessaire, et qu'elle soit proportionnée à l'attaque. Alors ça, bien sûr, on peut l'interpréter de bien des manières, parfois très mal, hein, parce qu'on sait bien qu'un couteau est tout à fait mortel et que si on a une arme à feu pour s'en défendre, évidemment, c'est légitime. Mais il y a des gens qui n'arrivent pas forcément à le comprendre. Enfin voilà. Donc, comment est-ce que vous pensez que c'est là une piste? Parce que moi, je me souviens aussi qu'il y a des gens qui m'ont dit qu'ils vont essayer proposé lors des élections à la droite d'enlever pour la défense qui serait légitime, comment on appelle ça, la présomption de légitime défense lorsque c'est la nuit, juste d'enlever la nuit, et bien rien que ça, déjà ça pose un problème, alors qu'il y a infraction dans le domicile. Effectivement, libéraliser les conditions de la légitime défense, c'est ce qui avait été proposé par Éric Zemmour pour la dernière présidentielle, c'est se rapprocher du système suisse. Mais n'oublions pas que la présomption de légitime défense n'est qu'une présomption. C'est-à-dire que le juge pourra l'écarter au regard des circonstances. Quelque chose qui serait beaucoup plus intéressant, qui vient d'Europe, mais que l'on retrouve aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle aux États-Unis la doctrine du château. Alors, qui n'est pas enseignée en France. Il n'y a pas un livre de droit pénal en France qui ait une ligne sur la doctrine du château. Ce qui est extraordinaire, parce que c'est quand même un des fondements du droit et de la légitime défense. Je veux dire, tout le monde en parle, sauf les juristes français. C'est extraordinaire. Exactement. Donc, il y a une dimension historique qui est au cœur de la Révolution britannique tout au long du XVIIe siècle, qui traverse l'Atlantique pour aller là-bas, qui nous dit qu'un Anglais, un Englishman, est chez lui dans son château. Et c'est une doctrine jurisprudentielle qui s'applique dans tous les États des États-Unis et qui a pour conséquence que dès lors que vous êtes chez vous, eh bien, si quelqu'un rentre ou cherche à rentrer sans votre autorisation, vous êtes fondé à tirer. Point. Voilà. Selon les États, les contours de ce qu'on appelle le domicile varient. C'est-à-dire, tantôt c'est la propriété, tantôt c'est la maison, voire simplement la chambre. C'est parfois également le véhicule, voire le lieu de travail. Mais l'effet de la doctrine du château est très net. Vous êtes chez vous, quelqu'un cherche à y rentrer sans y avoir été invité, vous tirez. Eh bien, si vous le blessez, vous le rendez handicapé ou le tuez, il n'y a aucune conséquence pénale ou civile contre vous. Point. Ce qui est logique. Voilà, mais avant qu'on ait la doctrine du château en France, il va quand même falloir un petit peu de temps. Il va falloir militer et acheter les livres. D'ailleurs, avez-vous Ça ne suffira peut-être pas. Aussi. Un site à recommander pour acheter ce livre, votre livre? Alors, je l'ai mis dans le chat. Vous pouvez je le remets. Vous pouvez le trouver directement sur Direct Livre, qui est le diffuseur. Je ne suis pas certain que l'ouvrage soit disponible chez Amazon. Je crois que mon éditeur préfère utiliser des sociétés françaises plutôt que des multinationales de la distribution, même si c'est très pratique. Question de Harold. Bonsoir. Si le port d'armes était autorisé, quelles pourraient être les règles d'engagement? Je pense qu'elles pourraient être
relativement similaire à déjà ce qui existe pour les forces de l'ordre. Bah, je dirais les règles d'engagement dépendent bien évidemment il y a quand même des circonstances. Si on prend la légitime défense dite privilégiée en France, est-ce qu'on est de nuit, est-ce qu'on est de jour, puisque aux États-Unis, vous avez une autre règle de droit pénal, la Stand Your Ground Law, qui concrètement, alors elle s'applique dans les 2 tiers des États américains, qui a pour effet de dire que vous pouvez tirer dès lors que vous vous estimez menacé. Voilà. Effectivement, on mesure ce que ça veut dire. C'est quand même assez fort, très éloigné de nos habitudes françaises. Mais donc les règles d'engagement, je dirais, pour revenir à quelque chose de français, ce serait sans doute quelque chose de proportionné. Mais proportionné, ça ne veut pas dire, d'ailleurs, proportionné, ça ne veut pas dire nécessairement qu'on n'a pas le droit de riposter avec une arme à feu contre un couteau. Il y a des cas où la légitime défense a été reconnue, nonobstant la distorsion de moyens. Ça dépend vraiment de l'ensemble des circonstances. C'est bon à savoir. Justement, j'ai une question oui. Subsidiaire, si je puis dire. Et savez-vous la peine maximum qu'un tireur en légitime défense a pris après jugement? Est-ce que connaîtriez-vous cette réponse? Je dirais, si on parle de peine maximum, c'est bien qu'il n'était pas en légitime défense, ou en tout cas que la légitime défense n'a pas été reconnue. Donc non, je ne me suis pas livré dans mon ouvrage, parce que ce n'était pas l'objet, à une étude exhaustive de la jurisprudence pour savoir comment telle personne a été jugée. La difficulté, c'est que, déjà, prenez un exemple, quand il y a une affaire de tir et de légitime défense, la personne est mise en examen. Ça, c'est systématique. Et il arrive qu'elle soit incarcérée. Alors, il faut savoir que dans la France d'aujourd'hui, l'incarcération s'inscrit parfois dans une logique de protection de la personne. Parce qu'on pense qu'en l'incarcérant, on va faire baisser la pression sociale autour des amis de la personne décédée. On a ça parfois. On est géré, si je puis dire, oui. Malheureusement. Voilà. Donc la peine maximale, si la légitime défense n'est pas reconnue, pardon. Est-ce qu'on aura eu coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner, ou homicide volontaire, ou encore homicide involontaire? Moins probable. Et donc, et ensuite, de l'ensemble des circonstances de l'affaire pourra être déterminé le quantum de la peine. Donc là, je ne peux pas vous répondre plus précisément. Et donc, parler de droit a-t-il encore un sens vu l'état de la justice? Alors ça, c'est un vaste sujet, très très en vogue en ce moment, parce qu'on sait bien, les affaires, scandales, enfin les scandales, ça dépend comment. Pour certains, c'est la normalité, pour d'autres, c'est un scandale. Enfin, ce sont des scandales sur les peines encourues. Bon. Je pourrais vous dire en plaisantant que je mène actuellement quelques discussions avec les tribunaux, donc je préfère ne pas répondre. Si, je pourrais quand même vous répondre en vous expliquant quand même que depuis le Moyen-Âge, on explique qu'il vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès. Donc, même à l'époque où les juges étaient peut-être moins idéologisés qu'aujourd'hui, c'était compliqué. Donc aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer, en France, vous avez depuis 30 ans, aux élections professionnelles de la justice, entre 25 et 35% des suffrages qui vont vers le syndicat de la magistrature. Voilà. Qui est un syndicat qui se réclame ouvertement de théorie d'extrême gauche. Partant de là, quand vous êtes jugé, il y a une chance sur 3 que votre juge ait cette affinité culturelle. On ne va peut-être pas dire toujours idéologique, parce qu'il y a aussi des réflexes professionnels, corporatifs, etc. Mais ce n'est pas complètement neutre de voter pour le syndicat de la magistrature. Et un juge sur 3 en est proche. Voilà. C'est dit. Alors, une question pour moi, le projet commun du port d'armes citoyen proposé par l'ARPAC et l'ENIT a-t-il été diffusé à des politiques ou autres pour faire avancer les choses? Non, mais ça sera certainement fait via une plaquette. Je pense que l'ARPAC vous tiendra au courant de ce côté-là. Oui, les politiques sont très méfiants et ne veulent prendre pour l'essentiel aucun risque.
et surtout ne pas être assimilé à celui d'un tueur fou américain. Parce qu'évidemment, on n'en a pas parlé, ça viendra peut-être un peu plus tard dans la question, mais dès lors Mais, qu'on parle d'accès aux armes, c'est le tueur fou américain. Voilà, mais alors, parlons-en maintenant de ce fameux tueur fou américain. C'est peut-être le moment, puisque vous concluez hein, votre ouvrage sur cette question, sur les fusillades qu'on appelle de masse. Alors, en plus, qu'est-ce qu'une fusillade de masse? Alors, vous notez hein, qu'il y a plusieurs définitions, que ce soit le Congrès, la presse, tel État, tel comment le, le ministère de la justice. voilà, et même de la santé, dont j'oublie toujours le nom, etc. Oui. Voilà, donc ça va de 3 blessés à 4 morts, en grosso modo, selon voilà où on compte ou on ne compte pas le tireur. Voilà, ça c'est très vague. Moi, je me souviens d'études hein, comme ça, un petit peu bidouillées, où on recensait dans les fusillades des suicides, des guerres de ghetto, enfin tout et n'importe quoi. Et donc du coup, on n'arrive pas à s'en sortir. Est-ce que vous pouvez nous clarifier un petit peu la situation de ces fusillades aux États-Unis? Alors, on considère qu'il y a une tuerie de masse dès lors qu'il y a au moins 4 victimes. Et la tuerie de masse répond finalement au théâtre classique avec la règle des 3 unités de temps, de lieu et d'action. Donc c'est un mouvement continu en un même lieu ou une succession immédiate de lieux et dans la même période. Il est rare que les tueries de masse soient très longues, elles dépassent rarement le quart d'heure et on en a recensé depuis 1980 environ 150 aux États-Unis. Il y en a eu quelques-unes avant, mais qui ne présentaient sans doute pas encore, quand elles sont intervenues, de dimension réellement systémique. Alors, 150 aux États-Unis, avec une autre réalité, c'est que le phénomène augmente. Il augmente considérablement. Voilà, une trentaine de tueries en 20 ans, et depuis les 20 dernières années, plus de 120 tueries. Donc, il y a une augmentation de ces tueries. Mais donc, il y a une dimension médiatique attachée aux circonstances, à la modernité, qui est assez présente. Ensuite, il importe de revenir un petit peu sur ces tueries, de voir le profil des tueurs. On s'aperçoit que les tueurs sont des hommes. On est à 99,5% d'hommes. On a eu 3 femmes, simplement, auteurs de tueries de masse. Dernièrement, d'ailleurs, hein, je crois qu'il y a une femme transsexuelle qui a attaqué voilà, une femme se considérant comme un homme. Voilà. Ce sont essentiellement des gens entre 25 et 45 ans, jeunes, sans parler d'adolescents. Il est intéressant de faire le ratio de ces tueurs par rapport à la proportion de la population. Hein, et enfin, surtout, un point dont on parle peu, ou plutôt on nous laisse penser des choses qui ne sont pas vraies, c'est que ces tueries se produisent pour près de 50% d'entre elles, non pas dans des écoles, mais bien au contraire, sur le lieu de travail. Ouais, le lieu de travail. Pratiquement la moitié des tueries intervient sur le lieu de travail. Mais d'ailleurs, vous notez que finalement, les écoles, parfois, c'est aussi le lieu de travail des étudiants où voilà. Leur tuerie. Et comme aux États-Unis, nous disposons de statistiques ethniques, on peut voir ce qu'il en est. Non, l'homme tueur n'est pas un blanc. Enfin, en tout cas, pas plus qu'il n'y a de blancs dans la population américaine, et même légèrement moins. C'est vrai que c'était. Je précise, c'est que généralement on essaie, une certaine presse américaine, disons de gauche, dans les grandes lignes, c'est vrai qu'elle poussait cette théorie du tueur raciste blanc pendant un moment. Hein, c'était très poussé sur la bande de la scène. Faut dire ce qui est. Quand on regarde les chiffres, on s'aperçoit qu'à la date d'aujourd'hui, les blancs ou ceux qui se considèrent comme blancs, comme caucasiens,
c'est 63% de la population américaine et ça représente 57% des tueurs de masse. Donc 57-63, il y a un écart qui n'est pas significatif. Et pour toutes les autres minorités, il y a un écart avec une surreprésentation par rapport au pourcentage de la population, mais sans que ce soit réellement significatif. En revanche, le lieu du crime, effectivement, c'est sur le lieu de travail. Et puis, voilà. Donc ça, c'est le premier point à remarquer. Un autre point, c'est que l'endroit où il y a le plus de tueries de masse, c'est précisément dans les États dont la législation anti-armes est la plus stricte. Ce qui est le plus révélateur, c'est la Californie. Sur les 150 tueries, vous en avez eu oui, plus de 25 qui se sont produits en Californie. C'est pratiquement 1/5 des tueries qui ont eu lieu en Californie, où ne vit que 12% de la population. Alors même que la Californie est un des États le plus résolument anti-armes. Et j'ajouterais encore que les États les moins peuplés ne connaissent pas de tuerie de masse. Les 10 États les moins peuplés des États-Unis n'ont jamais connu, à ce jour, ça pourra arriver demain ou c'est peut-être en train de se produire en ce moment, mais ces États les moins peuplés n'ont pas connu de tuerie de masse. Et enfin, dernière caractéristique des auteurs, gros problème psychiatrique pour plus des 2/3 d'entre eux. Ça veut dire qu'on pouvait s'en douter au regard de leurs actes. Gros problème psychiatrique et addiction aux stupéfiants qui dépasse les 90%. Voilà. Et enfin, quand on regarde les tueries de masse, au-delà des États-Unis, eh bien, on se rend compte qu'il y a des tueries de masse partout dans le monde, y compris chez nous. Et même à l'échelle de l'Europe, si on additionnait les tueries de masse pour chacun des États, je crois que nous serions au-dessus du chiffre américain. Alors, moi je sais que l'Allemagne est particulièrement touchée par ce phénomène alors qu'elle a une réglementation qui est relativement forte. Je note aussi, alors c'est marrant parce que c'est John Lott, alors vous aviez déjà, deuxième point commun, John Lott, qui est un docteur en économie, donc un universitaire américain qui n'était pas du tout dans le domaine des armes, etc., mais qui un jour, alors lui aussi c'est un étudiant qui lui a posé la question sur l'accès aux armes et la criminalité, et il s'est penché dessus de cette façon, et c'est comme ça qu'il a écrit son livre Morgan's Less Crime, c'est-à-dire plus d'armes, moins de crimes, ce qui peut paraître un paradoxe. Et donc John Lutz, j'ai eu la chance d'aller à une de ses conférences en Belgique grâce à l'association des amateurs d'armes, la défense des amateurs d'armes en Belgique, des AA, et en 2015, année du Bataclan, mais c'était la France qui était en tête, je veux dire, de morts par habitant, je crois, ou la Serbie, ensuite c'est la Norvège, la Serbie, quelque chose comme ça, et les États-Unis étaient 15e. On a vraiment une image qui est complètement, je dirais, de la réalité qui distordu par les médias, au point que aujourd'hui on se réfère à eux, mais on n'a pas d'études pour faire face finalement en France. Heureusement qu'il y a votre livre un petit peu aujourd'hui pour contrecarrer cette image complètement biaisée. Ouais, non, en France, on a quand même ce qu'on oublie, c'est la fameuse tuerie du conseil municipal de Nanterre. On est en 2001, je crois, et Richard Durn, un militant écologiste d'ailleurs, et pacifiste par ailleurs, rentre au sein du conseil municipal de Nanterre, il ouvre le feu et il fait 30 victimes, dont une douzaine de morts. Oui, alors à savoir qu'il ne devait pas, normalement il aurait dû être désarmé cette personne, parce que si l'administration avait fait correctement son travail, donc... C'est souvent le cas, souvent on demande plus de lois, plus de choses, etc. Mais c'est déjà, si on appliquait ça à l'existante, ce serait déjà pas mal. Question de Harold encore. Qui stoppe majoritairement ces tueries de masse? Les forces de l'ordre, police armée, etc. ou des citoyens armés? Alors, pardon, petite
aparté. Il se trouve que, encore une fois, John Lott, dernièrement, a été fouiller les statistiques du FBI. Alors, et c'est terrible parce qu'on ne peut plus croire les statistiques officielles, malheureusement, aujourd'hui. C'est ce qui complique énormément le travail, notamment pour les défenseurs d'armes. Et donc, John Lott a constaté que, donc, d'après les chiffres du FBI, il y aurait 3 à 4% de citoyens armés qui arrêteraient les tueries de masse. Mais il allait rechercher les articles de journaux, les rapports de police, etc., sur les tueries qui étaient recensées, et il a remarqué qu'en fait, ce n'était pas 3 ou 4%, mais beaucoup plus, c'était 30 ou 40%, mais en fait, comme c'était un garde hors service, un garde de sécurité hors service qui avait son port d'armes civil sur lui, eh ben, il n'a pas été compté, parce que c'était un garde, normalement, donc il a été compté comme un professionnel, alors qu'il était en civil, et puis plein de fois où c'était oublié, ou etc. Enfin bref, c'était totalement sous-évalué. Donc on ne peut même pas savoir, parce qu'il y a déjà à la base des données qui sont corrompues, mal relevées, mal écrites, hein, soit même les rapports de police, etc. Il y a des erreurs. Enfin, voilà, c'est terrible, mais c'est très difficile de... Et vous avez aussi, alors d'abord, des possesseurs d'armes peuvent mettre fin à des actes criminels qui ne sont pas encore des tueries de masse parce qu'il y a eu moins de cas de victimes. Et puis, on a aussi l'effet pervers de certaines législations anti-armes. Vous avez des législations dans certains comtés américains qui sont ce qu'on appelle des législations red flag, du drapeau rouge. Ces législations interdisent le port d'armes dans un espace donné. Eh bien, on sait aujourd'hui que ces espaces sont privilégiés par les auteurs de tueries de masse, puisque en allant dans ces zones, ils savent qu'ils ne rencontreront pas directement de citoyens armés susceptibles de s'opposer à eux. Parce que même si l'État reconnaît le port d'armes, et de toute façon, ils n'ont pas le choix aux États-Unis de le reconnaître ou pas, mais même si le port d'armes donc est reconnu et autorisé, il y aura dans certaines zones une interdiction d'y pénétrer armé. Mais évidemment, l'auteur de la tuerie, le criminel, lui, ne respectera pas la loi de toute façon. La loi ne désarme que les gens qui la respectent. Exactement. Slogan d'ARPAC. Question de Brian encore. N'est-ce pas délicat pour vous, professionnellement, d'assumer vos positions concernant le PAC? Alors moi, j'ai la chance de ne pas en souffrir du tout. Voilà. En ce qui me concerne, je pense avoir de quoi argumenter ma position. Donc, je n'ai pas trop de soucis. Et puis, eu égard à l'omerta qui couvre un peu notre activité, je dirais, ça ne fait pas de moi une cible particulière. Peut-être que si demain je fais 3-13 heures de TF1 pour défendre cette position, les choses évolueront-elles. Mais jusqu'à présent, nous restons encore très confidentiels. Vous aurez peut-être une descente de police comme un de nos militants malheureux qui est passé sur envoyé spécial et qui a eu le malheur de dire que il voulait pouvoir défendre sa vie avec des armes à feu en montrant ses armes de tir sportif. Donc on lui a tout retiré, ce qui est quand même extraordinaire. En plus, il avait déclaré, je le dis souvent, mais ce qui est quand même, je dirais, drôle, si je puis dire, ou en tout cas ironique, que ce serait pour lui la marque d'un lien de confiance entre le citoyen et l'État. Voilà, on en est. Bien. Donc je regarde les questions. Et Bertrand, Yann, comment sentez-vous l'avenir des armes en France? Eh bien, ça dépend beaucoup de vous qui nous écoutez. Oui, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Ça, c'est quand même une première chose. J'aurais tendance à penser d'abord que si les choses continuent d'évoluer dans le sens délétère qui est le leur aujourd'hui, de toute façon, on sera de plus en plus fréquemment confronté à des situations comme ce qu'on a eu en Nouvelle-Calédonie depuis une semaine et ce qui a failli se passer lors des émeutes
de juin 2023. Ces émeutes, pour l'instant, sont globalement restées limitées à des émeutes de contestation socialo-ethnique et culturelle, où on a visé essentiellement des biens de consommation. Voilà. Il s'agissait finalement d'aller faire ses courses. Il y a eu quelques fois, mais relativement peu, de descente vers les domiciles des gens. Vu l'effet cliquet de ce type d'événement, je pense que les prochaines qui interviendront, et elles interviendront, la question n'est pas de savoir si elles interviendront ou pas. Je pense que la question est de savoir où et quand. Je ne suis pas très optimiste, hein, à moins qu'il y ait un changement radical pour remettre l'église au milieu du village. Ce qui n'est pas impossible, mais qui n'est pas certain. Donc, je pense que les prochaines émeutes iront beaucoup plus se servir chez les individus directement. Et je pense que là, un certain nombre de gens retrouveront des choses, déclarées ou pas, mais qui pourraient leur permettre de repousser les assaillants. Voilà. Ma préférence serait quand même une réglementation propre plutôt qu'une légitime défense diffuse et disproportionnée dans une situation de chaos et de guerre civile. Oui, je suis assez d'accord. Moi, je dis souvent aux militants, quand ils me demandent si je pense que le port d'armes sera rétabli, je leur dis oui, mais j'ai peur que ce soit à cause de très mauvaises raisons. C'est-à-dire qu'on se soit provoqué par une catastrophe alors qu'on aurait pu anticiper un petit peu et faire quelque chose d'assez propre pour les gens, mais non, à mon avis, ça se passera malheureusement peut-être pas comme ça. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que si on ne milite pas, on ne le fera pas pour vous. Il faut vraiment que chacun prenne sa part, fasse son effort et achète prendre les armes. Et l'offre, offrez-le par exemple aux gens, aux juristes, aux gens de l'administration, aux politiques, à vos amis, faites-les évoluer parce que parfois les gens ont juste besoin d'une base d'arguments parce qu'ils n'ont que la télé, que les médias qui les abreuvent de bêtises. Et donc là, vous pouvez nourrir d'une façon et autre. même aux gens des forces de l'ordre qui méconnaissent très souvent l'histoire de cette question. De toute façon, on n'en parle pas, donc c'est simple. Alors je crois que Voilà. c'est Cicéron qui dit, enfin, il me semble, qui disait que, enfin, qui expliquait que la personne qui s'occupe de la sécurité de la cité, c'est un citoyen comme un autre, juste qu'on le paye parce que pendant ce temps-là, on peut faire autre chose. Voilà, il n'est pas là pour défendre le gouvernement, il est là pour défendre le peuple et faire ce que nous ne pouvons pas faire tout le temps. On peut pas défendre notre foyer, donc pendant qu'on va travailler. Alors, il faut que quelqu'un s'en occupe. En revanche, Yann, j'ai cherché à mettre à l'une ou l'autre reprise le lien du site vers le site où le livre est disponible. Il est indiqué que le commentaire n'a pas pu être publié. Alors, je le mettrai. Alors, ce soir, voilà. C'est le live. Je laisserai le live disponible, mais sans pas en page principale. Et je referai, je couperai l'introduction et je mettrai ça au propre sur ma page YouTube et je mettrai le lien en description. Voilà, comme ça, voilà. Tout le monde pourra le trouver. Donc, c'est dit. Retenez-le. Vous irez voir dans la description. Je mettrai le lien pour l'ouvrage Prendre les armes. Juste ce matin, un commentaire d'un policier municipal en parlant anonymement de la sécurité. La guerre va arriver, me dit-il. Ah, une guerre se fait pas désarmer, mais de quelle guerre on parle? Ça maintenant, tout le monde a sa propre traduction. Et de toute façon, tant qu'on n'en est pas là, il importe de développer la connaissance de la question, la prise de conscience pour une évolution progressive de la réglementation. Voilà, si les Tchèques l'ont fait, le cas de la République tchèque est intéressant parce que la République tchèque, pour le coup, est le seul pays au monde qui est passé d'un régime d'interdiction, à l'époque communiste,
un régime d'organisation et qui a cherché à inscrire le port d'armes citoyen dans la Constitution. Ils n'y sont pas parvenus, mais pour une raison de majorité qualifiée. Le texte a été voté, mais pas insuffisamment de leurs sénateurs. Et finalement, ils ont inscrit dans leur Constitution le droit à la légitime défense, y compris par les armes. Donc, c'est possible. Ah, et le livre sera disponible sur le site de la FNAC. Très bien. Voilà. Donc, c'est pas impossible. Même si on peut se dire qu'en France, ça va être compliqué, ce n'est pas impossible. Une loi ne peut pas aller constamment à l'encontre de la volonté populaire. Et du bon sens. Il y a des lois qui sont un peu en avance sur la volonté du peuple, où les dirigeants imposent leur volonté, c'est vrai, mais on ne peut pas contredire perpétuellement et aller contre perpétuellement le vœu du peuple. Si aujourd'hui il y avait un mouvement massif en ce sens, il y aurait forcément des évolutions réglementaires et législatives qui assoupliraient le régime. Voilà. Alors, participer, voilà, à la réinformation d'une façon massive avec prendre les armes. Bertrand Saint-Germain, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Oui, et comme je suis prêt à accepter toutes celles des auditeurs, faire connaissance et puis parler, évoquer la question, répondre aux interrogations. Voilà, c'est aussi mon métier, c'est aussi pour ça que je le fais. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt. Bertrand, merci beaucoup. Je vous remercie d'avoir participé à ce chat et n'oubliez pas, voilà, vous participez, vous militez pour la détention d'armes et le droit au port d'armes grâce à ce livre très bien écrit, très bien fait. Vous y trouverez tout ce qu'il faut pour convaincre les gens et poser les jalons d'un changement futur qui est indispensable. Merci Bertrand. Yann, merci beaucoup de votre invitation. C'était très chouette. Je me réjouis d'avance du prochain, s'il y en a un autre. Bien sûr, on va en parler. Allez, au revoir, bonsoir à tous. Au revoir.